Salut tout le monde. Bon, on se retrouve ce soir en live pour parler hormones. Une petite chose, un petit messager qui peut bien nous embêter, nous les femmes. En fait, la grande question de ce soir, c'est comme ça qu'on a appelé le live d'ailleurs, c'est « Et si c'était hormonal ?» Parce qu'en fait, le commencement, c'est de pouvoir identifier ces symptômes. Identifier des symptômes déplaisants comme des symptômes de dérèglement hormonaux. Et ça, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc on va essayer avec Céline Ouvette, qui est naturopathe, et naturopathe spécialisée dans la féminité. C'est une naturopathe de la féminité. Voilà. Donc on va essayer avec Céline, enfin Céline surtout, va vous répondre. Répondre à vos questions, répondre évidemment à des questions un peu plus générales que j'ai prévues, que j'ai en tête, que j'ai bossé, histoire qu'on ait quelque chose d'assez complet et d'assez clair. Voilà. Alors, je vais mettre mes lunettes. Juste une petite précision à mon mari. Marc-Antoine, ouais. Juste pour te dire que, tu sais, je fais le live, on t'entend toujours un peu quand même. Bon, voilà. En train de préparer le dîner. Oui, je sais. Voilà. Prépare le dîner de notre fille. Il est super, il est parfait, mais il est bruyant. Alors, salut tout le monde, bonsoir. Bon, je vous laisse arriver. Je vais regarder si Céline est avec nous. Et ouais, tout à fait. Donc, sans plus des plombes, je l'invite à participer à ce petit live. Et si c'était hormonal, tiens, voilà. Hello! Hello Marine! Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis juste un peu enrhumée, donc je vais essayer de bien articuler pour que tout le monde entende bien ce que j'ai à raconter. Écoute, tout va bien. Moi, jusque-là, je t'entends non seulement parfaitement, mais en plus, le rhume nous a tous frappés comme ça par sournoisement cet hiver. Donc, t'inquiète pas, c'est normal. Je te recommande juste une bonne dose, une bonne cure de vitamine C, c'est primordial. C'est ça, mais j'ai ma petite tisane aussi avec le miel et tout ce qu'il faut. Parfait. Bon, bah écoute, super. Alors, j'étais en train de poser un peu le décor. J'ai expliqué à toutes celles et ceux, peut-être, hein, parce que ça peut aussi intéresser les hommes, hein, ce sujet. Et d'ailleurs, moi, je pense que les hommes devraient s'intéresser d'un peu plus près à ce qui nous arrive aussi, nous, leurs femmes, leurs mères, leurs filles, leurs potes. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai essayé de poser le décor et de leur expliquer qu'on allait parler avant tout de reconnaissance de symptômes, c'est-à-dire le fait que les femmes aujourd'hui sont un peu souvent malheureusement trop souvent perdues en fait avec leurs propres symptômes qu'elles n'arrivent pas à reconnaître en fait. Et aussi parce que les médecins ne les accompagnent pas dans la reconnaissance de ces symptômes, si tu veux, ils ne s'intéressent pas à ça. Donc en fait, quand tu n'as pas de questions, tu n'as pas de réponse, hein, quand tu ne poses pas les questions, je veux dire. Donc voilà. Donc, je voudrais juste commencer avec toi par quelque chose d'un peu... Enfin, moi, qui ai un peu bossé le sujet, parce que je me suis dit que je voulais pas avoir l'air d'une totale idiote face à toi. Je voulais pouvoir te damner un peu le pion. Qu'est-ce que c'est que les hormones? Alors, en fait, les hormones, ce sont des messagers chimiques qui sont produits par des glandes qu'on appelle endocrines. Donc, on en a plein différentes dans le corps. Et en fait, ces messagers vont voyager à travers le sang pour atteindre des cellules, des tissus, des organes dits cibles. Et donc, sur ces cellules, ces tissus et ces organes, on va retrouver des récepteurs. Et un peu à l'image d'une clé et d'une serrure, donc l'hormone étant la clé et le récepteur la serrure, eh bien, à chaque récepteur, il y a effectivement donc une serrure et donc une clé qui s'emboîte dedans. Et donc, quand la clé est bien emboîtée et qu'elle tourne, il va se passer effectivement une réaction au sein du noyau de la cellule ou à l'extérieur pour engendrer une réaction biochimique. Donc ça, c'est quand effectivement toute cette mécanique fonctionne correctement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il existe des doubles des clés, notamment les fameux perturbateurs endocriniens, dans lesquels, cette pollution invisible dans laquelle on vit toutes et tous aujourd'hui. Et en fait, ces perturbateurs endocriniens sont en partie responsable, on va dire, d'une grande partie de cette épidémie de troubles hormonaux qui touche les femmes, mais qui touche également de plus en plus les enfants. Parce qu'il faut savoir qu'on a aussi beaucoup de problèmes de puberté précoce ou encore de malformation génitale.
mais aussi toutes ces problématiques d'endométriose, de syndrome des ovaires polykystiques ou encore ces ménopauses qui se passent maintenant, enfin on va dire de plus en plus mal, en tout cas pour lesquelles il y a de plus en plus de symptômes et de plus en plus de soucis, mais aussi les cancers hormonodépendants. Donc c'est ça, une hormone. Alors comme tu le disais, c'est vrai que le côté hormonal, souvent ça fout un peu les jetons, ça fait tout de suite un peu, voilà, on se voit dans un truc un peu compliqué. En fait, c'est assez simple, c'est vraiment un système de communication dont on a absolument besoin. Et quand tout ça fonctionne correctement, eh bien on est en pleine santé. Mais effectivement, dès lors qu'il va y avoir des déséquilibres, eh bien ça peut vraiment nous pourrir la vie et nous ruiner le quotidien. Oui, parce que j'ai vu, lu, et en regardant d'ailleurs un de tes lives, que toutes les hormones finalement étaient liées les unes entre elles. C'est-à-dire que quand l'une se met à dysfonctionner, souvent elle entraîne le dysfonctionnement des autres. Alors, ces principaux déséquilibres hormonaux, quels sont-ils? Alors, ça dépend un petit peu à quelle période de la vie de la femme on se place. Parce qu'effectivement, en tant que femme, on a un certain équilibre, on va dire, qui va évoluer tout au long de notre vie. Donc, on va dire que enfin, en tout cas, il y a une sorte de dormance hormonale à partir du moment où on vient à la naissance jusqu'à l'âge de la puberté. Il ne se passe pas grand-chose, puisque le corps est plutôt occupé sur la croissance, le développement cérébral, etc. Et donc, effectivement, au moment de la puberté, il y a vraiment ce tsunami hormonal, cet éveil avec les hormones qui vont commencer à faire pousser les seins chez la jeune fille, donner nos caractères féminins, mais aussi mettre en marche ce cycle ovulatoire dont le but est effectivement de nous amener à procréer. C'est assez primitif, mais le but, il est là. Et donc, toute cette mécanique va se mettre en place. Donc, c'est une période où, effectivement, il y a de grosses sécrétions hormonales. Tout ça, ça peut mettre quelques mois, quelques années à se réguler. D'où effectivement les poussées d'acné, la prise de poids, mais aussi des fois des cycles irréguliers, des crampes menstruelles aussi. Donc tout ça, c'est lié au démarrage de cette mécanique. Et puis ensuite, quand tout ça est normalement régulier, on va dire, on arrive dans une sorte de tranquillité pendant à peu près 10-15 ans. Et puis vers 35-40 ans, alors sans compter la grossesse et le postpartum, c'est un petit peu à part, pour l'instant je le mets à Ce part. sont Mais quand même des gros bouleversements hormonaux, c'est certain. tout à fait. Et vers 35 ans, 40 ans, eh bien, on va commencer à avoir des choses qui vont bouger. C'est-à-dire que cet équilibre entre les œstrogènes et la progestérone, donc les œstrogènes qui vont être principalement produites en première partie du cycle ovulatoire et cette progestérone qui va être produite au moment de l'ovulation, eh bien, il va y avoir une sorte de déséquilibre avec la progestérone qui va avoir tendance à baisser. Et donc, on va se retrouver avec un climat de dominance œstrogénique ou d'hyperœstrogénie avant d'aller au moment de la ménopause vers une hypoœstrogénie et donc des taux qui vont chuter vraiment de manière très Donc là, importante. tout se casse la gueule, les œstrogènes et la progestérone. Alors justement, une petite parenthèse avant d'aller plus loin sur ces hormones. On ne les a pas présentées parce que donc il y a beaucoup d'hormones dans le corps. Le corps sécrète beaucoup d'hormones pour différents besoins, dont la fameuse insuline, pour réguler le taux de sucre dans le sang et son utilisation. Et son stockage d'ailleurs également. Mais les hormones là qui nous intéressent ce soir, ce sont principalement les hormones sexuelles. Donc, chez la femme, on va parler d'œstrogène et de progestérone. Alors, tu vas aussi nous expliquer le fait que vraiment, l'une ne va pas sans l'autre et on a besoin d'avoir un certain équilibre entre les deux, comme tu viens de nous le dire. L'hormone masculine, juste pour information, c'est la fameuse testostérone. Il peut arriver d'ailleurs que les femmes en aient aussi, si je ne m'abuse. Alors, on en a toutes, effectivement, en moindre proportion que chez les hommes. Mais effectivement, quand on en a trop, ça va donner effectivement de l'hyperandrogénie et c'est quelque chose qui est à l'origine du fameux syndrome des ovaires polykystiques. Et effectivement, de la pilosité excessive, de l'acné, de l'alopécie, donc la chute de cheveux et de tout un tas d'autres soucis. Donc, nous en avons. On en a besoin d'ailleurs, c'est effectivement la motivation, l'entrain, la libido aussi, le côté je fonce et le côté combatif. Donc c'est important pour ça que les hommes avoir, ont souvent plus de libido que les femmes, c'est pour ça. On n'a pas la faute à la progestérone. Non, pas la progestérone, pardon, la testostérone. Mais donc voilà, donc effectivement, œstrogène, progestérone, principalement chez les femmes. La testostérone, on en a aussi un peu. Et puis, on a aussi les fauteurs de troubles hormonaux, les hormones thyroïdiennes, le cortisol, l'hormone du stress, et l'insuline, qui vont venir effectivement souvent perturber un petit peu cet équilibre. D'accord, oui, comme on le disait, elles sont toutes liées les unes avec les autres. Alors, ces hormones impliquées dans les déséquilibres hormonaux féminins, on va évoquer rapidement, tu l'as dit tout à l'heure, mais juste pour faire un petit récap. On a évidemment les syndromes prémenstruels très importants. Voilà, quand on a des règles, quand on est jeune et qu'on a des règles extrêmement douloureuses, qu'on a mal au cœur, qu'on a mal au sein, enfin bon, voilà, tout le package hyper sympa qui va avec. On a les dérèglements hormonaux dus au postpartum, après l'accouchement, bien sûr, une grosse chute hormonale.
On a également l'endométriose, cette fameuse endométriose dont on parle depuis maintenant quelques années, qui est en fait vraiment le résultat d'un dérèglement hormonal. Alors, en fait, on ne connaît pas exactement toutes les causes de l'endométriose. Il y a plusieurs, on va dire plusieurs pistes. Aujourd'hui, on ne sait pas précisément. Mais ce qui est certain, c'est que on sait aujourd'hui que les cellules endométriosiques, qui vont être situées en dehors de l'utérus, vont se mettre à sécréter en fait des œstrogènes. L'endomètre, les amis, juste pour ceux qui ne savent pas, l'endomètre, c'est la paroi de l'utérus. Okay, c'est notre paroi utérine, mais ça s'appelle l'endomètre. Et le problème de l'endométriose, c'est quand l'endomètre sort de sa zone de confinement normal et vient se mettre sur tout le reste de nos organes et peut créer évidemment, en créant évidemment de grandes douleurs et d'extrêmes désagréments, voire carrément de l'infertilité. Oui, dans 30 à 40% des cas, l'infertilité. Donc, c'est pas non plus ce qui caractérise l'endométriose, c'est vrai. C'est plutôt le SOPK, par exemple. Mais oui, c'est beaucoup. Ah oui. Mais il vaut mieux regarder les 60 à 70% où effectivement on peut quand même faire un bébé naturellement. Et par contre, pour le syndrome des ovaires polykystiques, là, le SOPK, c'est la première cause d'hypofertilité chez les femmes. Et au niveau des chiffres, on est à peu près pareil, hein. Une femme sur 10 à peu près, comme pour l'endométriose. Donc c'est quand même une part importante de la population qui est touchée. D'accord. Donc ça, c'est le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un autre problème lié à ce dérèglement hormonal. Et enfin, le dernier, péri et ménopause. Voilà. Voilà. Personnellement, je commence à être dedans. Enfin, la péri, je suis en plein dedans. La ménopause, pas encore. Voilà. Donc, on va passer ensemble justement les différents symptômes et peut-être pour que les femmes qui sont chez elles et qui nous regardent et qui censément n'ont pas toujours identifié ce qui leur arrive, ou se disent juste parce qu'il y a un vrai truc, tu sais, notamment, je trouve sur la comment dire, l'état mental, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à penser que les femmes sont systématiquement dépressives ou déprimées, ou voilà, alors que ça peut totalement être lié à un dérèglement hormonal et que c'est pas en prenant des antidépresseurs, bon, peut-être que ça va régler une partie du problème, mais qu'il y a des solutions beaucoup plus naturelles, beaucoup plus alternatives, en tout cas pour se soigner et retrouver un état complètement normal. En fait, aucun de ces symptômes hormonaux qu'on subit n'est normal. On devrait pouvoir, nous les femmes, avoir des solutions alternatives qui nous permettent de vivre très bien cette situation, avec évidemment des petits hauts et des petits bas. C'est certain que des bouleversements hormonaux ont forcément des conséquences, mais en tout cas, à les surpasser, à les surmonter, et non pas à se laisser complètement entraîner par ces derniers. Alors, ça va nous amener justement à cette question, à cette grande question. Et là, on prendra peut-être quelques questions si j'essaie de les regarder au passage, qui est vraiment comment identifier les symptômes de dérèglement hormonal, parce que c'est pas forcément en faisant un bilan hormonal qu'on peut s'en rendre compte. Alors exactement, et je vais commencer par répondre à cette question-là, parce que souvent, effectivement, on va dire, bah oui, j'ai fait une biologie et ma biologie est normale. Et pour autant, on voit très bien que la personne, elle est pétrie de symptômes, que ça va pas du tout. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà nos hormones, elles varient énormément au cours du mois, du fait effectivement de notre cycle ovulatoire. Comme je le disais tout à l'heure, la première partie du cycle, donc c'est-à-dire à partir du premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle, on va être dans la phase dite œstrogène. Au moment de l'ovulation, on est plutôt dans la phase progestérone et en phase lutéale, il y a une sécrétion mixte œstrogène-progestérone et tout ça chute ensuite pour donner lieu aux règles. Donc il y a œstrogène, ovulation, progestérone, une sécrétion mixte œstrogène-progestérone et tout ça, ça chute. Et en fait, les œstrogènes et la progestérone, elles ont effectivement des effets sur notre physique, mais aussi des effets sur notre psychisme. Donc ça, il faut bien comprendre aussi que, par exemple, la progestérone, c'est une hormone qui est relaxante, apaisante. Donc quand on n'en a pas assez, on va être beaucoup plus perméable au stress, à l'anxiété, aux troubles du sommeil. Quand on a trop d'œstrogènes, et bien effectivement, les œstrogènes, c'est des hormones prolifératives. Donc, on va avoir effectivement des règles hyper abondantes, mais aussi les seins qui vont gonfler. Il y a des femmes qui prennent quasiment une taille de bonnet parfois pendant le cycle. On va avoir les seins tendus, des mastoses, etc. Donc, il y a les effets physiques, il y a les effets psychiques. Et effectivement, dans les dosages biologiques, déjà, il y a cette notion de variabilité au cours du cycle et donc de faire les dosages au bon moment du cycle. Or, que font souvent les médecins, les gynécos et les endocrinologues pour doser une progestérone? Ils vont vous dire, bon, bah, vous ovulez à J14, donc vous faites votre prélèvement à J14. Sauf que toutes les femmes n'ont pas un cycle de 28 jours parce que 28 jours, ce n'est pas un cycle
c'est une moyenne en fait, c'est pas une norme. Un cycle normal est contenu entre 25 et 35 jours. Donc si le cycle d'une femme est de 35 jours, elle va pas ovuler à J14, mais probablement à J21. Et donc son pic de progestérone, bah, il sera plutôt à J28 ou J22. Donc si elle fait son dosage à J14, elle aura un tour à l'épacrète. Et donc ça c'est un vrai sujet en fait. Donc déjà, il y a la variabilité. Il y a à quel moment on fait ces dosages et il y a aussi le fait que dans les analyses biologiques, on va doser la part des hormones qui est liée au transporteur hormonal. Et donc, ce n'est pas le reflet de la part libre et active de cette hormone. Et puis, le D'accord. dernier problème, ce sont les normes. Parce qu'aujourd'hui, les normes, ce sont des normes statistiques et ce ne sont pas des normes de bonne santé. Quand on dit que voilà une progestérone à 5 nanogrammes par millilitre, c'est OK parce que c'est dans la norme, en fait, dans les faits, la femme n'a pas ovulé avec un taux aussi bas. Il faut aller chercher 20, 29 pour qu'on ait vraiment un taux de progestérone qui soit OK. Et ça, malheureusement, ben voilà, c'est pas, dans les faits, c'est pas du tout appliqué tout ça. Alors, comment pallier à ça? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors oui, justement, c'est vraiment de se fier à ses ressentis, puisque je crois que personne mieux que vous-même ne vous connaît mieux que vous. Enfin, en gros, c'est un peu ça. C'est Donc marrant parce que effectivement, c'est souvent ce que je recommande dans tous les domaines. Écoutez-vous, faites comme vous le sentez en fait. c'est ça. Et donc quand on sent effectivement, bah, ou qu'on le voit, hein, mais qu'on voit son corps qui change, c'est-à-dire qu'on perd ses cheveux, qu'on a de l'acné, qu'on a une peau plus sèche, qu'on a les muqueuses vaginales, la bouche ou les yeux qui commencent à sécher, mais aussi qu'on commence à prendre du poids, voilà, de manière localisée, ou encore Sur le ces ventre, fameuses c'est ça? voilà, ou les crampes menstruelles, ou le flux même du sang des règles qui commencent à changer, c'est-à-dire des règles plus abondantes ou au contraire plus light, ou des cycles qui vont s'allonger ou se raccourcir. Eh bien, tout ça, ce sont des signes, effectivement, qu'il se passe des choses. Mais aussi les signes, on va dire, un peu plus psycho-émotionnels, puisque comme je le disais, par exemple, la progestérone, c'est une hormone qui est relaxante, apaisante, tranquillisante. Donc, effectivement, quand on commence à avoir de l'anxiété sans raison, qu'on n'arrive plus à trouver le sommeil, ou qu'on se réveille tous les matins à 4 heures du matin et que, voilà, ça commence à tourner là-haut, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une problématique hormonale. Et comme tu le disais très justement, le gros problème, c'est que quand on va voir le médecin, souvent il va dire, alors madame, ben, vos analyses sont normales, je vais vous donner un antidépresseur. Et ça, c'est un cas véridique. J'avais une consultation cet après-midi, c'était exactement ce cas-là. Ou quand vous êtes, on va dire, entre 45 et 50 ans, on va vous dire, madame, c'est la préménopause. Sauf que ça peut être aussi des signes d'hypothyroïdie, puisqu'en fait, les œstrogènes influence la production des hormones thyroïdiennes et on sait que les signes de l'hypothyroïdie ressemblent énormément à ceux de la ménopause. Mais pour autant, ça peut très bien être une hypothyroïdie, on va dire, masquée par une ménopause, par un contexte de ménopause. Donc, c'est pas simple, à la fois pour les femmes d'identifier tout ça, mais aussi pour les professionnels de santé, parce qu'encore une fois, les analyses biologiques sont pas idéales, optimales, et le problème, c'est que l'étude des signes est pas encore assez développée, on va dire. D'accord. Et pourtant, l'endocrinologie, je vais réussir à le dire aujourd'hui, j'ai pas pris l'apéro, l'endocrinologie, c'est bien la science des symptômes, on est d'accord, avant d'être la science de la lecture d'une analyse sanguine, c'est la science des symptômes. Donc en fait, si je retiens et je résume ce que tu viens de nous dire, l'idée c'est vraiment pour nous les femmes aujourd'hui d'arriver à cocher un peu des cases en fait, c'est ça, c'est-à-dire de se poser, de dire dès qu'on sent quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, que ce soit aussi bien physiquement que psychologiquement. En tout cas, si c'est de façon anormale, il est évident qu'on peut se taper une dépression. Ça fait partie aussi des choses qui arrivent quand on a énormément de travail, qu'on subit beaucoup de pression. Bon, à un moment donné, il y a des burn-out, ça existe. Hein, mais en l'occurrence, si on n'a pas de raison particulière, il faut vraiment essayer de cocher les cases à la fois psychologiques et à la fois physiques pour pouvoir poser une sorte de diagnostic de dérèglement hormonal. En fait, c'est vraiment de faire son auto-check. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il faut vraiment déjà bien connaître son cycle. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, avoir un cycle suppose qu'on a ovulé et donc c'est un signe de fertilité et donc de bonne santé. Donc déjà, pareil, une femme qui a plus ses règles ou qui n'a pas ses règles, il faut s'interroger. Mais c'est vraiment effectivement d'apprendre à vous connaître la durée de votre cycle, la durée de vos règles, quels sont les symptômes que vous pouvez avoir. On peut consigner tout ça dans des applis, dans des petits journaux, ce genre de choses. Sur le site de Miné, vous avez également la possibilité de faire votre auto-check en voyant C'est un bien petit peu ça. quel est votre profil hormonal, tout à fait. Et donc, moi, Je je vous vous invite taguerai vraiment. évidemment tout, hein, les amis, après en dessous. Comme ça, vous pourrez derrière, peut-être en effet, pourquoi pas, commencer par cet auto-check. Et j'allais juste rajouter une chose, en parler.
en parler entre copines aussi, c'est vachement important parce qu'en fait, il y a une vraie... enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place entre les femmes, une sorte de solidarité féminine aussi. Et peut-être que le fait d'oser comme ça aborder le sujet entre nous, ça va aussi, libérer la parole et puis surtout libérer la connaissance des symptômes et des problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, en fait, apporter de la connaissance. Et la connaissance dans la vie, bah, c'est la clé de tout. Exactement. Et c'est vrai que souvent les femmes sont un petit peu perdues et ne savent pas voilà, comment fonctionne toute cette mécanique ovulatoire et du coup tous les, on va dire, symptômes, les signes qui peuvent être annonciateurs de déséquilibre hormonaux. Donc c'est effectivement très important de, voilà, d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute des signes et quand il y a quelque chose qui change, effectivement de creuser. Et pour répondre à un commentaire qui est en train de passer justement, en fait, dans nos sociétés industrialisées, en tout cas occidentalisées, avoir ces règles, c'est tabou, mais ne plus les avoir, ça l'est tout autant, voire pire. Voire plus, oui, j'allais te dire. Parce qu'il y a une Bien sorte sûr. d'invisibilité aussi, voilà, de la femme ménopausée à la fois dans les médias, au cinéma, enfin voilà. Et donc c'est, je pense, hyper important qu'il y ait des personnalités qui s'emparent du sujet et qui en parlent parce qu'en tant que femme, on s'identifie souvent effectivement à voilà, des personnes connues ou des célébrités, etc. Et donc, c'est important d'en parler pour libérer la parole et puis même sur le lieu de travail. Enfin voilà, que tout ça rentre un peu dans quelque chose de certaine normalité, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut énumérer comme ça, parce que je vois passer beaucoup de symptômes là. Qu'est-ce que tu peux nous énumérer, toi, comme symptômes qui sont vraiment affichés comme des symptômes classiques, typiquement pour parler périménopause et ménopause? Alors, on peut avoir la chute de cheveux. Ça, c'est un symptôme assez, entre guillemets, typique d'un dérèglement hormonal. Les cheveux sont assez sensibles, en fait, aux variations. Donc, quand on commence à perdre ses cheveux, ou en tout cas avoir une perte de masse aussi en termes de chevelure, etc., ça doit vraiment interpeller. Je suis en plein dedans, je t'explique. En plein dedans. Bon, il y a des solutions, les filles, hein, pour ça quand même. Hein. On parlera j'en parle moi régulièrement, hein, mais on peut faire du PRP, puis surtout on peut s'auto-stimuler tous les jours avec notamment le sérum de millet, mais il y en a d'autres. Faire un automassage avec une petite brosse, vraiment venir stimuler son cuir chevelu. Voilà, mais bon, ça ne fera pas tout, bien sûr. Donc on parlera après ensuite des plantes, etc. que tu recommandes. Donc la perte de cheveux. Ok, check, La perte ça de c'est cheveux, fait. c'est assez caractéristique. Ensuite, on va avoir, alors après, par exemple, on a l'état de la peau aussi hein, qui va changer. Donc, soit effectivement, on peut développer de l'acné. Donc, ça, c'est souvent le cas à la puberté ou quand on est sous traitement hormonal et qu'on ne le supporte plus, mais aussi à la ménopause, puisque la ménopause, c'est souvent la seconde puberté. Hein. On va retrouver un peu les mêmes sautes d'humeur, les mêmes troubles que la ménopause. Donc, et souvent, on peut avoir une recrudescence d'acné également. Donc, la peau Et se là, on se venge sur nos enfants qui nous ont fait dessine. chier pendant leur crise de puberté. Tiens, bah moi aussi, voilà, chacun son tour. Donc ça peut être ça. On peut avoir aussi, voilà, la nervosité, les pulsions de sucre. Hein. Là aussi, Ah, effectivement, il y a du, très donc le intéressant ça. stress, les pulsions de sucre. Donc ça, c'est souvent lié à des manques de sérotonine, dopamine, donc qui sont alors pas des hormones, mais des neuromédiateurs, et dont les niveaux, on va dire, sont sensibilisés par les variations hormonales. C'est notamment le D'accord. fameux syndrome prémenstruel avant les règles, par exemple, où les femmes vont avoir un appétit augmenté et souvent des pulsions de sucre. Hein, c'est parce qu'effectivement, la chute des hormones va entraîner avec elle notamment la fameuse sérotonine, qui est un peu l'hormone du bonheur, on va dire. Et quand on a un manque de sérotonine, eh bien, on va être très perméable au stress, ça va être un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, donc on passe du rire aux larmes, on est irritable, La on a des... sérotonine, c'est l'hormone de la stabilité de l'humeur, hein, c'est ça. C'est C'est pas ça. forcément Et donc, la plénitude absolue, mais c'est la stabilité. c'est ça, exactement. Et donc souvent, quand on manque de sérotonine, eh bien, on va avoir des grosses pulsions de sucre. Donc c'est effectivement le voilà, tablette entamée, tablette foutue. Hein, tout le monde connaît ça, je pense. Au moment des règles, c'est un peu ça. Alors moi, Donc je ne coche pas cette case-là. Mais c'est parce que j'ai pas une passion pour le chocolat. Enfin, je suis pas très sucrée. Moi, c'est plutôt saucisson entamé, saucisson foutu. Ça, c'est clair. Saucisson fini. mais en tout cas, voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, on a des récepteurs hormonaux qui sont nombreux et vraiment partout dans l'organisme. Et du coup, on va avoir, encore une fois, des symptômes qui peuvent, en tout cas pour une femme qui n'est pas au fait de tout ça,
elle va se dire, mais les symptômes, ça n'a rien à voir en commun, en fait. J'ai les seins tendus, je perds mes cheveux, j'ai une sorte de brouillard mental, j'ai des trous de mémoire. Et bien, en fait, tout ça, ça peut être lié et effectivement signe d'un déséquilibre hormonal. Donc, il faut jamais négliger ces petits changements qui en disent long sur ce qui se Ouais, passe. ne pas négliger les petits pets de travers, quoi, en fait. Parce que parfois, c'est pris pour des petits pets de travers. Voilà. Ok. Et dis-moi, les ballonnements. Parce que j'ai eu pas mal de femmes qui m'ont écrit en me disant, moi, j'ai beaucoup de ballonnements. Est-ce que ça peut aussi concourir, en tout cas, comment dire, venir du manque hormonal ou d'un déséquilibre hormonal? Oui, tout à fait. De même que certaines femmes vont avoir un transit accéléré pendant leurs règles. C'est-à-dire qu'elles vont être plutôt en mode selle molle, voire diarrhée. En fait, c'est très courant, très très courant. Et en fait, là D'accord. aussi, parce que la chute des hormones et notamment, on va dire, les contractions qui vont se passer au niveau de la muqueuse utérine pour justement, comment dire, contribuer aux règles, vont agir aussi en local sur la sphère intestinale, puisque tout ça, c'est très proche hein, dans l'organisme, et donc peuvent entraîner aussi une modification du péristatisme intestinal, donc de la mobilité digestive, et donc accélérer le transit ou le ralentir, ou créer effectivement des fermentations et donc des ballonnements également. Donc tout ça, c'est lié, tout à fait. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure justement de principal responsable des dérèglements hormonaux de plus en plus importants aujourd'hui, que ce soit en effet chez les petites filles qui ont des pubertés hyper précoces ou que ce soit voilà, dans les symptômes divers et variés de la périménopause ou simplement du syndrome prémenstruel. Le plus grand responsable aujourd'hui, c'est la fameuse progestérone, c'est ça? C'est-à-dire qu'on est en dominance, non, pas progestérone, excuse-moi, je m'en mets les pinceaux avec tout, des Les œstrogènes. oestrogènes. On Ouais. est Alors, en dominance œstrogénique, hein, c'est ça le terme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone? Alors, c'est ça. Alors, je vais expliquer effectivement le mécanisme. Donc, effectivement, comme je disais, un cycle hein, équilibré, c'est œstrogène, en gros, égale progestérone. Alors, c'est pas tout à fait exact, mais c'est des niveaux, c'est plutôt un rapport que des niveaux. Mais en gros, c'est un niveau d'œstrogène qui est bien compensé par un niveau de progestérone. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre fameuse société moderne, on est toutes stressées hein, par le temps, par les réseaux, par les bouchons, par les enfants, par la carrière, voilà. On cherche tous à être des superwomen, donc c'est un peu le syndrome de la superwoman comme je l'appelle. Et en fait, on est toutes en mode cortisol à fond. Cortisol, c'est l'une des hormones du stress que l'on sécrète. On est toutes quasiment en stress chronique. Et il s'avère que ce cortisol a une particularité, c'est qu'il a le même précurseur que la prégnénolone. Et cette prégnénolone, c'est le précurseur qui est commun à la synthèse de la progestérone, mais aussi du cortisol. Et comme le cortisol, c'est un mécanisme de stress donc, dont le but est de nous sauver la vie en cas de stress réel ou supposé, eh bien ce cortisol, il a la priorité sur tout dans Oui, l'organisme. c'est une Et sorte il de va... cortisone, hein, le cortisol, on est d'accord. C'est C'est-à-dire que ça, c'est le corps qui exactement. sécrète sa propre cortisone, donc son propre anti-inflammatoire. Exactement. Et donc, ce cortisol va venir détourner la progestérone pour fabriquer plus de cortisol, de sorte qu'il va en rester pas suffisamment pour synthétiser Pour la fabriquer la progestérone. Donc progestérone. déjà, on va se retrouver comme ça. On ajoute là-dessus les perturbateurs endocriniens. Donc, on va retrouver, mesdames, dans les cosmétiques, le maquillage, les poêles en téflon, les ustensiles en plastique, les boîtes en plastique, mais aussi les désodorisants d'intérieur, les vêtements traités aux retardateurs de flamme et j'en passe. Et en fait, ces perturbateurs endocriniens sont œstrogènes-like, c'est-à-dire qu'ils vont mimer l'action de nos œstrogènes. C'est ce que je vous disais au début de ce live, ils vont agir comme un double des clés. Ils vont venir Et se ils mettre vont dans le venir se mettre récepteur. sur les mêmes capteurs. Et du Exactement. coup, Ils vont par venir là même, ils vont bloquer le capteur qui, lui, ne va pas pouvoir recevoir la bonne clé. l'hormone naturelle, exactement. Donc, ils bloquent le capteur. L'hormone naturelle ne peut pas venir s'y fixer. Ça, à la rigueur, bon. Mais le problème, c'est qu'ils vont imiter nos hormones en engendrant, on va dire, un message qui va pas être le bon, pas à la bonne intensité, pas au bon moment. Donc, ça va mettre une cacophonie hormonale dans l'organisme. Et donc, ça vient encore une fois rajouter voilà, un niveau d'œstrogène. Et puis là-dessus, on a effectivement l'alimentation avec tous les pesticides, hein, etc., qu'on va retrouver dans l'alimentation type conventionnelle. Donc, on peut aussi parler de la consommation de caféine, par exemple, ou d'alcool, qui est œstrogénique quelque part. En tout cas, la consommation d'alcool, ça s'est prouvé aujourd'hui. Donc, ça vient effectivement déséquilibrer cette balance progestérone-œstrogène. Et donc, on se retrouve dans un climat de dominance œstrogénique, parfois dès l'âge de 30 ans, 35 ans. Donc, effectivement, il y a beaucoup de problématiques liées à ça. Et comme il y a trop d'œstrogènes, je le disais tout à l'heure, c'est souvent
donc des hormones prolifératives. Donc ça va être sein tendu, règles abondantes, prise de poids, troubles de la thyroïde, hein, puisque trop d'œstrogène, bah, c'est pas bon non plus pour la production des hormones thyroïdiennes. Et donc, on va se retrouver effectivement avec des équilibres hormonaux de plus en plus jeunes et de plus en plus fréquents. Ouais, typiquement, les œstrogènes permettent à la paroi utérine, à l'endomètre de se développer pour pouvoir accueillir derrière l'œuf, hein, puisqu'en fait, on est quand même tous là pour procréer, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est le but ultime, hein, c'est la raison de notre présence sur cette terre, alors que la progestérone, elle, va au contraire la limiter et déclencher les règles, hein, c'est ça. Donc, Exact. s'il n'y a pas assez de progestérone, bah, vous imaginez la prolifération de l'endomètre, mais du reste aussi, hein, donc de tout ce qui touche tout ce qui est, comment dire, influencé par les hormones sexuelles. Donc, en effet, les seins, etc. D'accord. Oui. Alors, est-ce que la solution, je ne sais pas si elle existe, hein, mais se supplémenter en progestérone pour essayer de retrouver un certain niveau, un certain équilibre, c'est quelque chose de faisable ou pas? Ou ça se fait pas? Alors oui, il y a plusieurs choses, mais en fait, moi, ce que je préconise souvent, c'est déjà de voir un petit peu, effectivement, au niveau de son hygiène de vie et de son alimentation, puisque là encore, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en amont au niveau de l'assiette, et notamment de consommer. Millet parle souvent, hein, Caroline de Millet, avec qui j'ai beaucoup échangé sur le sujet, parle de trois piliers, qui sont Oui. l'alimentation, l'activité sportive, et dis donc, j'ai oublié le troisième. Le stress, Ouais, la gestion du stress. Mais effectivement, l'alimentation, c'est primordial. Et là aussi, il y a beaucoup d'erreurs que je vois. C'est pas assez de protéines dans l'assiette, pas assez de bons gras. Là aussi, pour bien synthétiser les hormones sexuelles, il nous faut du cholestérol. On en a besoin, en fait. Or, ça fait 20-40 ans qu'on fait la chasse au gras. Et il n'y a jamais eu autant d'obèses que depuis qu'on fait la chasse au gras. Donc là aussi... Le gras n'est pas l'ennemi, en fait. Oui, les gens se trompent souvent. L'ennemi, si on doit en désigner un, c'est le sucre, c'est pas le gras. Le gras, c'est très important pour le corps. Alors après, évidemment, on ne parle pas de gras saturé, dégoûtant de friture, hein, mais de bon gras. Et ça, c'est primordial, bien sûr. Ouais. Il ne faut pas faire la chasse au gras, au contraire. Donc toi, tu recommandes de vraiment dans l'assiette d'inclure ce genre de gras. Alors, on parle de quoi? D'huile d'olive, d'oléagineux? Ça peut être les poissons gras 2 à 3 fois par semaine, des sardines, des maquereaux, mais aussi effectivement des huiles végétales, colza, cameline, lin, noix, donc de varier les huiles. Mais pour aussi les oméga 3 et les oméga 6, c'est ça? Exactement, d'avoir un bon rapport. D'ajouter des graines, là aussi, tournesol, sésame, etc. régulièrement. Des oléagineux aussi. Suffisamment de protéines, puisque là aussi, les femmes ne consomment pas assez de protéines. Or, les acides aminés, qui sont les petites briques qui construisent les protéines, sont les éléments, on va dire, dont tu as besoin, la sérotonine et la dopamine pour être bien synthétisés. Donc ça, c'est important. Les fibres, alors, comment là faire? aussi... Parce que, pardon, je t'arrête, la viande, le problème, c'est qu'elle est souvent blindée d'oestrogènes. Alors oui, alors après, on peut aussi essayer de trouver, alors là c'est plutôt en local, si on peut. On a la chance d'avoir des producteurs locaux un petit peu partout en France qui font quand même, enfin en tout cas moi j'en connais un petit peu partout, mais qui bien font sûr. du Moi, travail. on en parle régulièrement dans mon émission, donc ça, oui, je prône en effet la consommation locale, les petits producteurs raisonnables. Totalement d'accord. D'accord. Et donc Donc ça, il y a vraiment, on laisse des... tomber la viande de supermarché et la viande sous vide, etc. Et on essaye d'en acheter moins, mais meilleur, quoi. Alors ça, Exact. je vous invite à vous rencarder vraiment sur Internet. Aujourd'hui, on trouve énormément de fermes bio comme ça qui proposent. Alors c'est souvent des livraisons un peu conséquentes, mais vous pouvez les mettre au congélateur et vous les sortez voilà, au fur et à mesure de vos besoins. Et là, vous êtes quand même certain de ne pas continuer de vous polluer par l'alimentation, quoi. Oui, tout à fait. Donc l'assiette, c'est vrai que c'est le plus grand des piliers. Ensuite, on a l'hygiène de vie, comme je disais, attention au stress, hein, le fait de courir tout le temps, d'être la superwoman, etc. Mais ça occasionne aussi beaucoup de problématiques. Et après, effectivement, on va avoir l'activité physique qui est essentielle là aussi. Et puis après, tout ce qui va être aussi complémentation. Alors, les plantes, les minéraux, etc. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses qu'il faut mettre en place. C'est pas juste un pilier, c'est vraiment un ensemble de choses. Et c'est ça qui fait que on va pouvoir rééquilibrer les choses petit à petit et avoir un soulagement parfois en quelques semaines. Hein, ça va très, très vite. Les hormones ont le pouvoir, entre guillemets, de nous mettre à terre très vite. Mais quand on prend les choses en main, on se relève aussi très vite aussi et parfois en quelques semaines on a un vrai soulagement, donc ça vaut le coup d'essayer. D'accord. Ok, alors et pour tout ce qui touche au stress, tu recommandes quoi? De la pratique par exemple de la méditation ou juste de la respiration, je prends des moments un peu pour soi comme ça de temps en temps pour
Parce que bon, ma foi, si on court toute la journée et qu'on peut pas faire autrement parce qu'entre le boulot et les gamins et tout, l'idée c'est quoi comment est-ce qu'on peut faire tout simplement pour essayer d'abaisser un peu ce taux de cortisol sécrété par ce stress? Alors, il y a plein de techniques. Après, il faut voir ce qui marche pour chacune, parce que là aussi, on est toutes différentes. Mais effectivement, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose de très pratique parce qu'on peut pratiquer n'importe où. Ça prend 5 minutes 3 fois par jour. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi de la méditation, de la sophrologie. Donc là, il faut vraiment essayer de tester. Moi, ce que je recommande en premier lieu à chaque femme, c'est de se prendre un quart d'heure par jour pour soi. C'est-à-dire, on met le mari et les enfants à la porte, on se met soit dans la salle de bain ou dans sa chambre, et on se pose pour faire un truc qui nous nourrit de l'intérieur. C'est-à-dire, ça peut être lire un livre, appeler une copine, se regarder un épisode de série, j'en sais rien, mais vraiment essayer de se reconnecter à soi, parce qu'en tant que femme, on a souvent cette tendance à s'occuper de tout le monde et de ne garder que les miettes de notre temps pour nous. Or, encore une fois, c'est comme dans l'avion, hein, quand on vous dit il y a une dépressurisation, si vous êtes avec un enfant, vous appliquez le masque à oxygène d'abord sur vous. D'abord sur vous et après. Voilà, parce que votre enfant, il aura besoin de vous d'un adulte valide pour sortir de l'avion. Et bien dans la vie, c'est exactement pareil. Et le problème, c'est qu'en tant que femme, on a toujours tendance à s'oublier et à tout faire passer avant. Et on n'a plus que les miettes. Et ça, c'est pas bon, quoi. Donc il faut vraiment reprendre le pouvoir sur soi, se prioriser. Ça, c'est... Donc après, peu importe la technique, encore une fois, ça peut être un bain, un massage, un épisode de série, un podcast, une méditation, mais hyper important. Un apéro avec les copines. Moi, je priorise l'apéro avec les copines. Alors, je sais qu'il y a parfois il y a un peu d'alcool et que c'est pas très très bon, mais l'apéro avec les copines est tellement important que ça annule les effets néfastes de l'alcool. Oui, mais un verre d'alcool, c'est 10% d'œstrogène en plus. Hein. C'est hyper œstrogénique. Attention, attention. Oh my god, je dois être blindée d'œstrogène. Ok, c'est pas grave. Non, franchement, c'est pour ça peut-être que je perds un peu mes cheveux, mais sinon ça va. Hein, je suis bien. Le jour où ça n'ira plus, bon, bah, je sais ce qu'il faudra que je supprime directement. On est d'accord. Ok, ça c'était pour le côté un peu anti-stress, apaisant. Pour la partie sport, on parle de combien de temps d'activité par semaine pour avoir un ordre d'idée de ce qui est faisable? Alors, en fait, il faut là aussi distinguer activité physique et exercice physique. En fait, l'activité physique, ça peut être très facilement, entre guillemets, inclus dans une journée. C'est par exemple 30 minutes de marche. Pour se rendre au travail, on descend une ou deux stations de métro avant, on prend les escaliers, etc. C'est d'essayer d'avoir au moins 30 minutes de marche dans une journée en cumulé. Ça, c'est la base non négociable pour tout le monde. Ok, d'accord. Et ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir, on va dire, 3 séances par semaine d'activité là vraiment sportive, d'exercice physique. Plus soutenu. Plus soutenu. Donc ça peut être un peu de cardio, mais c'est très important aussi de ne pas faire que du cardio, mais de faire aussi un petit peu d'exercice, par exemple avec des haltères ou des petites bandes élastiques. Du renforcement musculaire en fait. Voilà, exactement. Donc ça c'est important parce que souvent les femmes ont tendance à faire beaucoup de cardio parce qu'elles ont peur de gonfler en faisant de la muscu, mais voilà, on a de la marge. Hein, et en fait le cardio ça fait fondre le muscle aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment en fait le corps va taper dans le glycogène musculaire au lieu de... Et donc, contre toute attente, on pense faire du muscle, mais on en perd. Donc, et or, le muscle va vous permettre d'augmenter votre métabolisme. Et en augmentant votre métabolisme, vous allez brûler plus de calories au repos. Et donc, voilà, bon, tout va fonctionner nettement mieux. Donc, d'accord. Oui, c'est très important de se muscler en tant que femme. Et notamment, une chose, ce qu'on m'a dit et que j'ai trouvé génial, parce que c'est vrai qu'on l'oublie tout le temps, on a toujours tendance à vouloir se faire les cuisses et les fesses, hein, éventuellement les abdos, mais on laisse tout le temps tomber le haut du corps. Et c'est vachement important de se muscler les épaules, les bras, le dos. En fait, on le fait tellement peu que ça va réagir très rapidement. On va rapidement faire du muscle parce que ailleurs, on est déjà en train de les solliciter quand même à outrance quand on fait du sport déjà, j'entends, hein, mais quand on n'en fait pas, c'est sûr que là, il n'y a pas de risque. Mais quand on fait déjà beaucoup de sport, bon, voilà. Et c'est vraiment très important de penser à muscler le reste. C'est ça qui va vraiment nous permettre de faire la différence et d'augmenter ce fucking métabolisme. D'accord. Tout à fait. Okay. Donc vraiment des petites charges, des élastiques. Et pour rebondir sur ce que tu disais aussi, très important au moment de la ménopause, alors à la fois pour lutter contre l'ostéoporose, mais aussi pour éviter de fabriquer trop de gras. Parce qu'en fait, le tissu gras, il a une particularité au moment de la ménopause, c'est qu'il va sécréter des œstrogènes via l'aromatase. Donc, une femme qui va être un petit peu ronde, qui va avoir un petit peu plus de gras, eh bien, elle va sécréter un petit peu plus d'œstrogène. Alors, en général, ça la protège un peu plus contre les bouffées de chaleur, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, évidemment, parce que sinon, ça peut engendrer d'autres problématiques.
D'accord. Et puis surtout, ça peut engendrer à nouveau une prise de poids. Donc en fait, c'est un vrai cercle vicieux à ce stade. Exact, tout à D'accord. fait. Donc vraiment, c'est important de surveiller son poids aussi pour se sentir le mieux possible. Ça va vous permettre de limiter un peu, comme on va l'expliquer, cette hyperostrogénie. Donc avec le sport, là, je viens de voir passer des messages sur quel sport. Bah, si vous faites du cardio, bon alors la course à pied, c'est un peu compliqué parce que c'est pas très très bon pour les articulations, mais c'est très important de pratiquer un sport avec un petit choc, avec des petits chocs, parce que les petits chocs vont créer des micro-lésions dans vos os, et du coup, vos os vont fabriquer des nouvelles cellules, la fameuse ostéoblaste, pour voilà, continuer de solidifier vos os. Donc ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin quand on est, notamment quand on rentre en phase de périménopause, solidifier ses os pour éviter évidemment l'ostéoporose. Et d'ailleurs, je crois que j'ai lu un truc sur le fait que la progestérone favorisait, stimule l'ostéoblaste, à Tout contrario de à fait. l'ostéoclaste. L'ostéoclaste, c'est la partie de l'os qui vraiment elle, va se détériorer. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on a besoin de virer les vieilles parties, quoi, en fait. Hein. Donc, Tout à c'est fait. une question de renouvellement cellulaire. Ouais, ça m'avait vachement intéressé cette histoire. Parce que la vitamine C aussi est un précurseur d'ostéoblaste, pour information. Voilà, je m'étais intéressée d'un peu plus près à cette histoire de vitamine C. Et, voilà. Ok, alors donc, maintenant qu'on a posé un peu comment dire, le programme des réjouissances et puis les éventuelles solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de tout ça? Donc là, on est sur les piliers, vraiment, les choses que chacun peut au quotidien mettre en place avec un peu de méditation ou quelque chose pour se calmer, pour prendre un moment pour soi, avec un petit peu de sport et avec une assiette un peu plus saine. Beaucoup plus saine d'ailleurs, ce sera encore mieux. Ensuite, on arrive donc à la supplémentation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes, c'est vrai qu'on a un petit souci parce que quand on est en période de périménopause, notamment, les médecins ne veulent pas donner d'hormones. Alors moi, je ne sais pas ce que tu vas me dire toi, moi je ne suis pas totalement contre le traitement hormonal à partir du moment où on n'a pas de problématique de cancer hormonodépendant dans la famille. J'en ai parlé avec un gynéco qui est super, le docteur Seban Serfati, qui dit d'ailleurs que pris au bon moment, voilà, sans cette problématique d'antécédents, ça peut même, le traitement hormonal peut même venir protéger la femme de certaines maladies cardiovasculaires, de certains cancers, etc. Maintenant, toutes les femmes ne peuvent pas le prendre, mais surtout quand on est en périménopause et qu'on a encore ces règles et qu'on a encore des taux d'hormones importants, on ne peut pas le prendre. Et pour autant, c'est souvent le moment, les femmes, enfin les témoignages que je reçois, c'est souvent le moment où les femmes morflent le plus. Tout Donc, à qu'est-ce fait. qu'elles peuvent faire? Comment est-ce qu'elles peuvent s'aider, se supplémenter, enfin trouver des solutions pour s'alléger un petit peu la vie, quoi? Et ben, justement, en fait, Millet a développé toute une gamme de soins et de compléments alimentaires destinés aux femmes. Donc, on peut utiliser de la puberté à la ménopause. Mais le but, c'était vraiment de proposer des solutions, justement, sans phytohormones, sans composition controversée, notamment pour les femmes, soit qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas prendre le traitement hormonal. Parce qu'effectivement, certaines ont des contre-indications, donc elles ne peuvent pas, et d'autres, c'est plus par conviction. Et donc, du coup, il y a certains compléments alimentaires justement qui ont été développés, comme l'équilibre féminin que tu prends, je crois, en duo Ouais, avec qui est super. Alors moi, il Sérénité. m'a totalement réglé. Je prends sérénité et équilibre féminin. Alors Exactement. sérénité, bon, c'est vrai que je souffrais pas particulièrement de brouillard mental, donc ni de petites dépressions, donc je ne sens pas une différence majeure, tu vois, à l'utilisation. En revanche, l'équilibre féminin, ça m'a changé la vie. C'est-à-dire que je me réveillais quand même 3 nuits par mois avec un lit à changer en pleine nuit, des t-shirts à tordre, et du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain parce que c'est pas passé au premier cycle, c'est passé au deuxième cycle. Mais alors, je l'ai complètement identifié parce que je l'ai pris, puis je l'ai arrêté. En fait, j'en avais plus. Voilà. Bon, je l'ai arrêté, je me suis dit, bon, très bien, écoute, voilà, on va voir ce qui se passe. Hein. J'ai même quelque part un peu oublié, tu vois, que j'avais arrêté le truc. Et bim, un mois plus tard, pas tout de suite non plus, hein, un mois plus tard, c'est revenu. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais mince, mais bon sang,
il faut que je reprenne absolument ce truc. Et là, à nouveau, donc c'est vraiment une expérience. Je suis contente finalement c'était pas voulu, mais je suis contente d'avoir fait cette pause parce que aujourd'hui, je peux vraiment mesurer que c'est grâce à la prise de l'équilibre féminin que je n'en ai plus. Et je n'en ai plus, je n'en ai plus. C'est pas. J'ai pas une petite suée comme ça de temps en temps, je n'ai plus. Y compris la journée, alors surtout le matin en fait. Il m'arrivait le matin d'un coup de me dire oh, qu'est-ce que j'ai chaud! Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud chez moi! Tu sais, alors t'enlèves ton sweat, ça, j'ai plus non plus. Donc, non, je suis ravie de l'utilisation de ce complément alimentaire. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il peut régler? On vient de voir là les cieux nocturnes, mais il va jouer aussi donc sur les mots dont on a parlé tout à l'heure. J'ai vu passer là quelqu'un qui parlait de douleurs articulaires. Est-ce que c'est le genre de complément alimentaire qui peut fonctionner sur cette problématique aussi? Alors oui, je pense qu'on peut le prendre en association avec le sérénité où il y a aussi du magnésium pour le côté un peu mieux relaxant aussi. Mais en tout cas, le sérénité, il est plutôt, on va dire, formulé pour agir sur tout ce qui va être fatigue, brouillard mental, mais aussi tout ce qui est un peu déséquilibre au niveau du sommeil, par exemple. Ça va Ah oui, ça, permettre... d'ailleurs, c'est quelque chose de très fréquent, ça. Beaucoup de femmes se plaignent en effet de très très mal dormir. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir que c'est après 40 ans, je crois que c'est une femme sur deux hein, qui a des troubles du sommeil. Donc, c'est pas neutre. Et donc, il est formulé effectivement avec de l'ashwagandha qui va permettre effectivement d'agir sur, on va dire, l'équilibre physique, de réguler un peu le stress. Mais il y a aussi la mélisse hein, qui va être calmante, apaisante aussi. Le romarin qui va permettre d'agir au niveau du foie pour une bonne détox des hormones, puisque nos hormones sont Mhm. détoxifiées au niveau du foie. Et puis, on va retrouver On la va en fameuse parler tout vitamine à D. l'heure parce que je veux qu'on parle de cette détox du foie, parce que ça, c'est déjà une solution peut-être pour certaines d'entre nous qui sont un peu submergées en ce moment, mais on en parle juste après. Ouais, la vitamine B6, là aussi, qui est un essentiel pour l'équilibre hormonal. Donc, on la retrouve évidemment dans beaucoup de compléments alimentaires. Mais ici, la formule, elle a vraiment été pensée pour agir, voilà, à mieux vivre les fluctuations hormonales, mais aussi, voilà, préserver le côté émotionnel, la stabilité émotionnelle et avoir un meilleur confort au quotidien. D'accord. Alors Donc, évidemment, on vous le précise, enfin je vous le précise quand même, mais est-ce bien nécessaire? Tout ça est formulé sans perturbateur endocrinien, parce qu'il ne s'agirait pas de venir rajouter des problématiques à celles qu'on a déjà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, Céline, sans phytohormones, voilà, qui pourraient en effet tromper les fameux récepteurs de ces hormones et créer des problématiques, notamment pour les femmes avec des cancers hormonodépendants qui ne peuvent absolument pas en prendre. Donc, pas de oui. souci là-dessus. Alors, on a ce petit duo équilibre pour le mental et pour le physique. J'ai vu passer beaucoup de messages aussi sur la sécheresse. Il y en a un là en plus, hein, la sécheresse Oui, on vaginale. a. Alors, la sécheresse vaginale, oui, c'est une problématique qui affecte là aussi les femmes. Alors, pas qu'à la ménopause, hein, d'ailleurs, ça peut être au cours de la grossesse, en postpartum. Il y a énormément, avec des traitements hormonaux, on peut se retrouver très vite dans cette situation, ou même en fonction du cycle aussi. Et donc, chez Millet, on a développé un gel justement hydratant. Alors là, c'est vraiment important, c'est-à-dire c'est pas un lubrifiant, il est hydratant et lubrifiant, mais surtout hydratant. Et il a une Donc, c'est pas action quelque chose prolongée. qui se met au moment de, voilà, de passer à C'est un l'acte. peu la C'est crème quelque d'en chose bas. qu'on va pouvoir. Voilà, c'est La sa crème crème de jour d'en bas. Voilà, c'est de exactement jour du ça. bas. Je trouve ça canon, j'adore. Faut la C'est mettre tous exactement les ça. Et jours. en plus, alors le truc, c'est qu'au niveau de la formulation, on va retrouver un extrait de muguet bleu qui va vraiment avoir un effet retardé dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, on va mettre une noisette tous les jours et vous allez vite vous rendre compte que vous allez pouvoir espacer en fait les applications parce qu'il y a un effet retardé dans le temps. Il y a de l'acide hyaluronique, on va retrouver aussi de l'aloe vera si je me trompe pas. Mais franchement, la formule est top et surtout elle est clean. Parce que j'ai vu là aussi passer des messages qui parlaient de gel en pharmacie, mais au secours sur les compositions quoi. C'est l'horreur. C'est bourré de perturbateurs endocriniens qu'on applique sur une zone qui est quand même assez vascularisée et bon, qui est un peu à l'origine aussi de certains troubles hormonaux. Donc là aussi, les compositions de ce qui existe sur le marché au niveau des gels hydratants intimes, c'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est pas pour rien si c'est un des premiers produits qui a été formulé par Anna et Caroline. C'est parce que voilà, il y avait un vrai besoin sur ce sujet, mais qui avait très peu de formules clean en fait. Donc ça, D'accord. c'est vraiment important. Donc on l'applique alors sur les lèvres, à l'extérieur. Au niveau de la On ne le vulve, rentre pas à l'intérieur. non, on n'a pas besoin. On le met vraiment à l'extérieur pour le confort. Et dans ce gel, il y a des prébiotiques et des probiotiques qui vont remonter de toute façon au niveau de la muqueuse vaginale. Donc ça Ah, va d'accord. faire Et son nourrir effet. le microbiome vaginal.
Donc peut-être Exactement. protéger aussi d'éventuelles muqueuses et autres dérèglements comme ça du microbiome. Petite précision, les filles, ce gel, parce que moi je l'ai essayé, il est extrêmement oui, très agréable, il colle pas du tout, hein. Ça, je déteste Ouais. moi les trucs qui pèguent. Il est surtout il ne coule pas, il n'est pas fluide quoi. Il est juste ce qu'il faut en fait, c'est parfait. Genre, on n'a pas une sensation de quelque chose qui coule dans la culotte la journée. Non, tout à fait. Petite précision charmante, désolée, mais il fallait que je la fasse quand même. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ça, on a le gel. Pour les cheveux, on a parlé tout à l'heure Du du sérum sérum. Alors, redensifiant et anti-chute, le sérum, hein. Donc, il va et évidemment accélérateur de pouce. Oui. travailler sur différentes problématiques. Il est très agréable à mettre. Il est absolument pas gras. Moi, c'est simple, je le mets tous les... Alors, bon, je me suis lavé les cheveux aujourd'hui, donc là, je peux pas vous montrer. Mais enfin, je vous l'ai déjà montré. Je le mets le soir en me couchant. Je le masse avec la petite brosse ronde. Il y a même un petit côté frais parce qu'il y a du menthol dedans. Donc, il y a quelque chose d'assez... notamment pour les femmes qui souffrent de suée nocturne, bon, bah, on se couche avec une sensation de frais. Et c'est très important parce que vous savez que le fait d'abaisser la température permet favorise l'endormissement. C'est très important. Parfois, enfin, ça m'arrive rarement, mais si j'arrive pas à m'endormir, je sors dans ma courette en culotte. Voilà. Comme ça, j'ai un coup de froid. Et ben derrière, bim, pas de problème. Vous remettez au lit, vous dormez dans les 2 minutes. Donc voilà, le petit sérum qui fonctionne très bien et qui est très agréable à mettre. Parce que je vois, pardon, parce que je vois que ça fait un moment qu'on est en ligne là, 51 minutes, et j'ai peur que ça coupe à 1 heure. Non, Donc ça coupe ça pas. c'est En là. général, ça coupe pas. Mais ça coupe Oui, plus. alors j'ai eu des petites nouveautés en ce moment sur Instagram, je t'explique. Donc je préférais quand même qu'on arrive à conclure avant 1 heure parce que si ça coupe, je pourrais pas reposter. Tu vois la catastrophe. Donc voilà, pour que celles qui n'ont pas pu nous regarder en direct puissent voir le replay, on se donne encore 9 minutes et on se dit au revoir. Donc, est-ce qu'on parlait des autres produits? Ah oui, alors il y a ce fameux sérum. Moi, je ne l'ai pas essayé parce que je n'en ai pas besoin, je n'ai pas ce genre de problématique. Mais le sérum Celui-ci, pour les seins et les jambes, voilà, ouais. exactement. Alors moi, c'est un de mes produits chouchou chez Millet pour le coup. Parce que comme pareil, beaucoup de femmes passées la quarantaine, bah, il y a un peu ce climat de dominance œstrogénique. Et moi, personnellement, j'avais effectivement un petit peu les seins congestionnés. Et il fonctionne vraiment très bien puisque dedans, on va retrouver alors principalement du YAM hein, qui va avoir cet effet justement anti-inflammatoire. On va retrouver du magnésium aussi, donc là aussi, hein, qui décongestionne et qui apaise. L'arnica, qu'on connaît très bien aussi, qu'on applique quand on a des bleus, hein, par exemple. Donc voilà, on a vraiment... Et une formule à base de ginkgo biloba aussi qui va activer la microcirculation des tissus en local et de l'immortel. Et donc, Pour il est vraiment décongestionner. génial. Voilà, et on l'applique à la fois sur les seins, mais aussi sur les ventres tendus. Pareil, hein, quand il y a des ballonnements, des petits inconforts, etc. On peut l'appliquer aussi sur les jambes quand il y a un petit peu de rétention. Et il a un effet frais voilà, qui est vraiment extra. Et moi, j'ai d'excellents retours chez mes consultantes avec ce sérum, vraiment. D'accord. Et comme c'est un souci qui concerne beaucoup de femmes, et en plus, voilà, encore une fois, composition clean, sans ingrédients controversés, etc. Donc ça, Hyper c'est la important. base chez Millet. Voilà, mais c'est vrai que je le répète souvent parce que malheureusement sur le marché, il y a tellement aussi de greenwashing hein, de sociétés, d'entreprises qui font croire qu'elles font des produits clean et en fait, c'est pas le cas. Donc c'est important de Ouais, de le dire. tout à fait. Pour Et les tu sais envies de comment je sucre, l'utilise, moi? Je l'utilise quand j'ai les yeux un peu gonflés. Ça marche c'est très bien en oui, décongestionnant. Et c'est vrai que tu as une sensation très fraîche et voilà, c'est un petit détournement d'utilisation. Mais si vous l'avez, essayez-le le jour où vous trouvez que vous avez les yeux un peu bouffis comme ça un matin parce que vous avez fait la fête ou j'en sais rien. Et ben voilà, ça marche très très bien pour information et c'est le très petit agréable tips à de mettre. Marine. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne idée, vraiment. À essayer, je te promets. Très bien. Et enfin, je voudrais qu'on parle, parce que c'est là-dessus qu'on va conclure, de la fameuse détox hormonale. Parce qu'on parle beaucoup de détox à tort et à travers. La détox post-fête, la détox de printemps, la détox d'automne. Ok, c'est bien mignon tout ça. Mais la détox hormonale, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Parle-nous de ça. Alors, la détox hormonale, ben, c'est le fait effectivement que lorsqu'on produit, on va dire, des hormones tous les mois, hein, de par le cycle, eh bien, ces hormones sont quelque part euh, recyclées, nettoyées, détoxifiées par le foie. Donc, c'est un processus qui s'opère naturellement, évidemment, sans qu'on ait Encore à lui, dire mais il fait encore tout le lui. boulot celui-là. C'est ça, exactement.
Donc, il fait le boulot tout seul, mais sauf qu'effectivement, bah, vu qu'on vit dans un bain de perturbateurs endocriniens, qu'on mange pas forcément terrible, qu'on peut consommer parfois un peu trop d'excitants, d'alcool, etc., de café qui viennent un peu ralentir le travail du foie, ça peut être intéressant, notamment quand il y a une imprégnation hormonale qui est assez importante, de détoxifier le foie. Et donc, pour ça, il y a des aliments un peu stars, notamment les brocolis, les crucifères, qui vont contenir du DIM, donc du diindolméthane ou de l'indole 3-carbinol, qui sont des molécules qui vont avoir cette propriété de détoxifier correctement les oestrogènes. Et donc, il y a l'élixir détox qui en contient aussi, titré à peu près 10%. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et cette détox, ça peut être bien effectivement de faire un petit rappel tous les mois de manière assez soft, on va dire, ou alors de faire 2 fois par an, vraiment la bonne Bonne grosse détox. détox. Et quand Voilà. tu parles de petit rappel, une fois par Mais mois, quand je c'est parle un jour, c'est… ben, ça peut être effectivement pour accompagner, par exemple, la semaine juste précédant le cycle, par exemple. Euh, on a l'élixir détox qui va contenir ben, justement cet extrait de Le brocoli. Donc, c'est DIM. titré en glucoraphanine qui va être vraiment voilà, intéressant. Le romarin, donc ça peut aussi limiter la survenue de l'acné, par exemple, notamment l'acné post-pilule, quand on arrête son contraceptif hormonal. Ou quand effectivement bah, on remarque qu'on a des petits boutons ou une peau qui est beaucoup plus terne avant l'arrivée des règles, ça arrive à beaucoup de femmes aussi. Et donc ça va vraiment permettre de clarifier le teint, mais donc du coup de favoriser cette bonne élimination hormonale. Et D'accord. donc ça, c'est voilà, ça peut vraiment être un geste qu'on peut inclure aussi tous les mois, la semaine précédant l'arrivée des règles, ou alors 2 fois par an, ben là, de s'armer et de se faire un programme vraiment, soit au printemps ou à l'automne, qui sont les saisons un peu charnières pour faire une bonne détox. D'accord. Et ça à prendre tous les matins, c'est des petites gouttes, je le connais pas, moi je l'ai pas eu d'ailleurs. C'est une petite pipette, effectivement, de concentré de plante que l'on prend effectivement dans un petit peu d'eau. Et voilà, et donc ça a le goût de plante. Enfin, moi je trouve ça assez bon, mais voilà, mais c'est très facile à prendre en tout cas. Donc, D'accord. et ça fonctionne très bien. Oui. Ok, on prend ça le matin. Bon, et ben parfait. Sinon, il y a le glutathion aussi, qui est un puissant détoxifiant du foie. J'en profite pour le placer, mon glutathion que j'adore, et qui me permet, moi, en tout cas, peut-être de ne pas subir trop les affres de l'apéro entre copines. Je sais pas, en tout cas, clairement, je me porte bien de ce côté-là, et c'est vrai que je me supplémente beaucoup en vitamine C et en glutathion. Donc voilà. Oh, je vois mon mari qui a rejoint la vidéo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il est en bas. Et il a rejoint la vidéo. Il est fou ce mec. Bon, il est 19h56. Alors, rapidement, juste, je vous réponds aussi un petit truc au sujet de la sécheresse vaginale. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut se faire des… Si vraiment c'est un problème pour vous, alors le gel, il est magnifique, je vous invite à l'essayer. Si toutefois, ça ne devait pas passer ou ne pas être suffisant ou vous êtes pressé, sachez qu'on peut aujourd'hui injecter de l'acide hyaluronique dans la foufoune, ouais. Ça, apparemment, ça n'est pas douloureux et ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, ça fait partie des solutions comme ça un petit peu radicales, mais qui pour autant voilà, sont efficaces et après vous continuez avec le gel pour simplement voilà, une espèce d'hygiène quotidienne. Comme le disait tout à l'heure Céline, je trouve ça très mignon, la crème, la crème du jour ou du Crème bas. d'en bas. Voilà, Voilà, c'est ça. la crème d'en bas. C'est très important, la crème d'en bas. Bon, ben écoute, merci beaucoup Céline. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez appris des choses, qu'on a répondu à certaines de vos interrogations. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous le live. Je vais vous taguer évidemment Millet. Vous posez vos questions sous live et puis Céline, moi ou Millet, on vous répondra. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée. Portez-vous bien et que vos hormones se portent bien surtout. Merci Céline. Bye bye. À très bientôt. Ciao. Salut.